Le 15 avril 1452 est une date qui ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais c'est pourtant le jour où une des histoires les plus fascinantes a commencé. Ce soir-là, un peu plus tard après la prière du soir en Italie dans le comté de Toscan, Piero et Caterina mettent au monde un enfant. Cet enfant est illégitime, c'est-à-dire qu'il n'est pas issu d'un mariage, ce qui est très mal vu à l'époque, surtout que Piero travaille dans le droit en tant que notaire. Cet enfant est donc un bâtard, et il fait tache dans le paysage de Piero et nuit à sa réputation. Caterina, la mère, est alors écartée du cercle familial et remariée de force à un violent époux. On n'entendra plus parler d'elle. Piero délaissera alors l'enfant. Père absent et notaire très occupé, son fils illégitime n'est pas sa première préoccupation. D'autant que 4 mariages plus tard, le jeune garçon a maintenant plein de frères et sœurs qui sont, eux, légitimes. Il se voit même retiré du testament de son père. Son statut de bâtard est un poids. Contrairement à ses frères, il ne peut pas aller se lettrer à l'université. Et il ne peut pas devenir notaire non plus. Et c'est peut-être la meilleure chose qui ait pu lui arriver, car Léonard de Vinci est peut-être l'homme le plus fascinant qui n'ait jamais vécu. Léonard de Vinci. Qui incarne mieux que lui le génie et le talent ? L'histoire ne manque pas de talent. Chaque domaine a son génie ultime, de Mozart pour la musique à Shakespeare pour la littérature, en passant par Einstein pour la physique. On trouve toujours un maître absolu pour chaque domaine, qu'il soit artistique, politique ou scientifique. En revanche, il est moins fréquent de trouver des personnes qui jonglent avec plusieurs domaines à un tel niveau. Mais ça existe pour autant. Par exemple, le célèbre écrivain Asimov en était un. Il était connu pour sa littérature de science-fiction, mais il était aussi très doué en sciences, lui qui était professeur de biochimie à l'université de Boston. On peut aussi citer Imhotep pour l'Égypte antique, et bien sûr, vous l'aurez compris, De Vinci est sûrement l'un des plus célèbres. Bon, croiser un génie c'est rare, croiser un génie dans plusieurs domaines c'est encore plus rare, mais alors comment un homme de son vivant a pu être aussi doué en peinture, en architecture, en dessin, en mise en scène, en sciences, tout en se penchant aussi avec une aisance déconcertante sur l'ingénierie civile, la sculpture, la biologie, le botanisme, les mathématiques, la musique, la géologie, la balistique, l'anatomie, la géométrie, l'ingénierie militaire. Léonard de Vinci en devient presque effrayant, ce touche-à-tout qui avait des siècles d'avance sur son temps, est bien plus que le grand peintre qui a peint le plus célèbre tableau du monde. Vous l'aurez remarqué, j'ai du mal à cacher ma fascination pour ce monsieur, mais en même temps, quel homme! Comme je le disais dans l'intro, Léonard, il fait pas un très bon spawn. Son statut de bâtard lui ferme des portes, et son père ne se soucie pas trop de lui. Néanmoins, le jeune Léonard n'en reste pas moins très créatif et très intéressé par tout ce qui l'entoure. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par la biodiversité, par les plantes, les paysages et les animaux qu'il affectionne énormément. Son père, on est d'accord pour dire que c'est pas le père du siècle. Ceci dit, lorsque le grand-père de Léonard décède et que la garde revient à son père, c'est lui qui voit quand même que le petit Léonard, il a un sacré coup de crayon. Il sent que c'est un truc à exploiter chez son fils, du coup sûr de lui, il prend les dessins de son fils, va en ville et va les montrer à un chef d'atelier pour savoir s'il accepterait de prendre comme apprenti. Demande qui sera acceptée. Et cet homme, c'est Verrocchio, que l'on présente souvent comme ayant été le maître de Léonard de Vinci du coup, mais aussi celui de Ghirlandaio, du Péroguin et encore de Botticelli. Donc le jeune Léonard, qui est loin de ressembler au vieil homme barbu que l'on imagine bien trop souvent, quitte sa ville natale Vinci pour Florence. À Florence, il découvre la vie urbaine dans une ville en effervescence totale, et c'est peu dire, Florence c'est le berceau de la Renaissance italienne, et l'incarne à elle seule. Dans son atelier, Léonard va se faire des amis. Il va apprendre la peinture, le dessin, la sculpture, tout ça enseigné par Verrocchio. On raconte qu'un jour, Verrocchio, qui doit finir son tableau Le baptême du Christ, demande au jeune Toscan de faire l'un des 2 anges qui est au second plan du tableau. En fait, je ne le savais pas, mais ça se faisait beaucoup à l'époque de déléguer des tâches mineures, comme des personnages secondaires ou des paysages de second plan. Et le maître, il faisait la composition et les éléments principaux du tableau, et il demandait parfois à ses apprentis de faire ces fameuses tâches mineures. Donc à la demande de son maître, Leonardo s'exécute et peint alors avec brio l'ange que Verrocchio lui a demandé de faire. Il paraît alors que les gens étaient en admiration devant cet ange et qu'ils ne se déplaçaient que pour venir le voir. Selon la légende, Verrocchio, sous le poids du seum, aurait déclaré qu'il ne peindrait plus jamais de sa vie, mais ça c'est faux. Enfin, il a peut-être dit, mais il a peint quand même après ça. C'est dans ces années-là, à Florence, que Léonard se fait un nom en tant que peintre. Il devient très vite l'un des artistes les plus convoités de la cité et se voit confier des tâches et des commandes très importantes. Une grande abbaye lui commande alors un grand tableau, l'Annonciation.
une scène biblique, et déjà Léonard s'illustre par sa composition peu conventionnelle. Léonard, il n'aime pas faire comme tout le monde, et vous allez voir par la suite que ce trait de personnalité ne va faire que se confirmer. Et d'ailleurs, avant la Joconde, il y a un seul sourire sur un tableau, c'est celui de Antolino de Messine, et c'était une erreur, voilà. C'est à ses débuts aussi à Florence qu'il va peindre notamment la Madone à l'œillet et un portrait de Ginevra de Vinci en parallèle des autres commandes des tableaux et des fresques qu'il reçoit. Et alors que sa carrière de peintre est grandissante, se dessine chez lui un trait de caractère assez surprenant. Léonard de Vinci est très lent. Il met des mois voire des années à rendre ses productions, ce qui en énerve plus d'un, et il n'arrête pas d'innover, de dessiner et de retoucher ses tableaux, et c'est ça qui prend un temps fou. Aujourd'hui, on pense que Léonard de Vinci était procrastinateur chronique, c'est-à-dire qu'il repoussait sans cesse les échéances, et même si ce n'est pas une pathologie et que c'est très dur d'attribuer un tel caractère à des personnes ayant vécu il y a si longtemps, ce trait est très souvent associé à des personnes anxieuses et perfectionnistes. Et perfectionniste, c'est le moins qu'on puisse dire de Léonard, lui qui est obsédé par la perfection et par l'idée de représenter les choses telles qu'elles lui apparaissent. En tout cas, Léonard n'aime pas qu'on lui dise de se dépêcher. Il aime prendre son temps et son plus grand souhait, c'est de trouver un riche mécène qui le prendrait sous son aile et lui permettrait de travailler à plein temps sur son art. Et de mécène en mécène, il finira par atterrir en France, à la cour de François Ier, où il sera logé au château du Clos Lucé, juste à côté du château d'Amboise. C'est ici qu'il va passer ses dernières années et qu'il va travailler sur des projets comme la cité idéale de Romorantin, qui serait alors devenue la capitale de la France, et bien sûr, jusqu'à sa mort, il continuera de travailler sur son tableau le plus connu, la Joconde. Je pourrais faire une vidéo entière sur la Joconde tellement il y a des choses à dire. Mais justement, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur la femme la plus célèbre du monde ? Je n'ai pas vraiment les connaissances nécessaires pour vous expliquer en quoi la Joconde, et plus généralement les tableaux de De Vinci, sont si spéciaux. Ceci dit, les tableaux de Léonard de Vinci sont les plus étudiés dans l'art de la Renaissance, et sa composition et sa technique de sfumato, qui se rapporte au jeu des lignes invisibles entre ombre et lumière, est arrivée à son paroxysme sur ses toiles. Les productions de Léonard sont un parfait mélange entre science et art. Comme je vous le disais plus tôt, Léonard de Vinci est un homme qui a soif de connaissances. C'est donc tout à fait naturellement que très tôt déjà, il commençait à s'intéresser de très près aux sciences. L'observation est la clé. Il observait et analysait tout ce qu'il voyait. Que ce soit les ombres sur un drap, les mouvements d'un corps ou le mécanisme des lois physiques, tout ce que Léonard observait, il le mettait au profit de ses tableaux, ce qui n'a fait qu'accentuer leur réalisme. Comme je le disais au début, Léonard de Vinci est un touche-à-tout. Entre art et science, Léonard avait définitivement de l'avance sur son temps. Ce serait trop long d'énumérer les inventions visionnaires de Léonard, on parle souvent de l'hélicoptère, du scaphandre ou encore de la pompe à eau, mais il faut aussi savoir que beaucoup de ces inventions servaient à améliorer des objets qui existaient déjà, notamment des objets en cuisine. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle certains historiens pensent qu'il a travaillé en restauration avant de vivre de son art. Il conceptualise plein de choses qui n'auront été réalisées que des siècles plus tard, comme les roulements à billes ou les chars d'assaut ou les véhicules. Dites-vous que jusqu'au 19e siècle, les seuls moteurs des moyens de locomotion ce sont les animaux. Et à côté de ça, il observe énormément, il a une soif démesurée d'apprendre et il s'intéresse à tout. Et il met toutes ses connaissances au profit de ses activités. Par exemple, il étudie énormément l'optique et la cinématique afin de s'en servir dans ses tableaux. Pareil pour la balistique et la géologie qu'il met au profit de ses idées folles. Et ces idées folles, elles sont particulièrement visionnaires. Bien sûr, Léonard de Vinci n'est pas le premier à réfléchir à un moyen de faire voler l'homme, ou à des machines de guerre à plusieurs canons. Disons que Léonard y fait la synthèse de toutes ces petites idées ou inventions qui existaient déjà au XVe siècle, et qui va les pousser plus qu'elles ne l'avaient jamais été. Par exemple, il va reprendre le principe de la vis d'Archimède pour inventer sa pompe à eau, ou encore l'ancêtre de l'hélicoptère. D'accord pour l'inventeur. Seulement l'invention ne lui suffit pas. Il veut avant tout apprendre et découvrir. Et sa soif d'apprendre ne sera jamais rassasiée, et cette soif inépuisable va lui permettre de faire des découvertes et des observations très intéressantes, notamment en anatomie. Malgré les sanctions religieuses qui planent au-dessus de sa tête, Léonard veut comprendre le corps de l'homme et son fonctionnement biologique. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut observer et analyser des cadavres humains. Grâce à ces observations, Léonard va en apprendre beaucoup sur les tissus musculaires, les maladies infectieuses ou encore les fœtus humains. Il est d'ailleurs le premier à faire le croquis d'un fœtus humain tel quel, et aussi le premier à émettre l'hypothèse que l'infarctus serait lié à un encrassement des artères. Il met tout ce qu'il sait au profit de ses œuvres, et si on a déjà parlé de ses peintures, il est maintenant temps de parler de quelque chose de plus insolite.
Les robots et les automates sont des inventions assez récentes. Ce sont des objets très techniques qui jouissent d'une technologie très poussée. Mais en 1516, à son arrivée à Amboise en France, Léonard, qui était déjà un metteur en scène très reconnu et très inventif, décide pour marquer le coup de présenter un lion, symbole de sa Toscane natale, offrant au public une fleur de lys, symbole de la monarchie française. Le symbole est très fort, mais la prouesse est prodigieuse. Le lion était un automate. Il pouvait se déplacer, bouger la tête, ouvrir sa gueule, et les fleurs de lys sortaient de son ventre. Léonard n'en était pas à son coup d'essai, il avait déjà mis au point le croquis d'un automate en armure, une sorte d'exosquelette capable de s'asseoir, de se lever, de bouger la tête et de lever sa visière. Mais ses inventions les plus connues restent sûrement les machines de guerre, comme le canon mitrailleur ou le char d'assaut, et les véhicules comme l'hélicoptère ou l'automobile. Ce qui est moins connu, c'est la raison pour laquelle Léonard a décidé de ne plus produire d'armes, et pourquoi cherchait-il à créer des véhicules qui fonctionneraient sans l'usage de la force animale. S'il a arrêté de produire des armes après son séjour chez le cruel César Borgia, c'est parce que sa naïveté lui a joué un mauvais tour. Naïf ou idéaliste, Léonard de Vinci mettait au point des armes dans le but de protéger ses possesseurs, et pas pour tuer des centaines d'innocents. Léonard est sensible à l'horreur de la guerre. Il a d'ailleurs dessiné dans ce qui devait être le tableau de la bataille d'Enguari. Donc les armes, c'est terminé. Et en ce qui concerne les automobiles et les véhicules indépendants de la force animale, c'est parce que Léonard veut absolument épargner les animaux qu'il affectionne énormément de ces tâches dures et fatigantes. Et si Léonard était en avance sur son temps de par ses connaissances et ses inventions, il était d'autant plus de par son mode de vie et sa façon de penser. Contre la guerre et pour le bien-être animal, on croirait alors qu'il sort tout droit des années 2000. Et toujours entouré de chats, Léonard aime les animaux plus que tout. Il refuse de leur faire du mal. D'ailleurs, il est l'un des très très rares, si ce n'est l'un des seuls végétariens du XVe siècle. Toute sa vie, il n'a fait qu'alterner entre végétarisme et végétalisme, et pas vegan comme certains disent. Et ce régime alimentaire lui a d'ailleurs coûté quelques événements assez embarrassants. Il arrivait parfois, lorsqu'il était invité chez des gens, de ne pas toucher à la nourriture qui lui était offerte, laissant alors ses hôtes confus. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter mon anecdote préférée concernant Léonard de Vinci. Ses contemporains racontent que Léonard, fasciné par les oiseaux, aimait aller au marché afin d'acheter des oiseaux en cage. Aussitôt qu'il avait acheté les oiseaux, il ouvrait la cage et les laissait s'envoler, les contemplant alors avec émotion. On est au XVe siècle quand même, faut se rendre compte, c'est quand même particulier. Léonard est un homme libre, vagabondant de région en région jusqu'en France toute sa vie, libre penseur et sous la protection de ses mécènes, Léonard de Vinci est un homme libre tout simplement. Et libre, il l'était aussi très sûrement dans sa sexualité. Même s'il est impossible d'en être sûr à 100%, Léonard de Vinci était très probablement homosexuel. En tout cas, il aimait les hommes. Nombreuses sont les rumeurs concernant sa sexualité et une éventuelle liaison entre lui et son apprenti Salaï. Mais Léonard de Vinci est resté très discret sur sa sexualité, surtout après un épisode assez surprenant. Alors qu'il commençait sa carrière en tant que peintre à Florence, une dénonciation assez surprenante l'a mené jusqu'au tribunal, pour un procès très humiliant pour le jeune peintre. En effet, sous dénonciation anonyme, Léonard de Vinci a été accusé de sodomie avec des hommes, ce qui était très mal vu à l'époque, et c'est d'ailleurs probablement une des raisons pour laquelle il a quitté Florence. Ah oui, et je savais pas comment le placer, mais il faisait des jeux de mots dans ses cahiers, et il dessinait des b****s dedans. Voilà, je trouvais ça important de le dire pour démystifier le personnage un petit peu. La vidéo durerait trop longtemps si je vous racontais tout ce qu'il y avait à raconter sur cet homme. Il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, comme sa musique, parce que oui, il jouait aussi de la musique, sa relation avec le roi de France qui était très fusionnelle, ou encore sa rivalité avec Michel-Ange. Je voulais finir cette vidéo en vous donnant une citation de Léonard de Vinci qui montre à quel point tout ce qu'on sait de lui n'est que la partie immergée de l'iceberg. Je doute qu'on puisse faire le récit de mes exploits, quoique vous les connaissiez car je les ai faits sans témoin, avec les ténèbres de la nuit comme complices. Sacré Léonard.